Bonjour Emmanuel Narchon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été ambassadeur d'Israël en Belgique et au Luxembourg, porte-parole également du ministère israélien des Affaires étrangères. Dans une interview au Jerusalem Post du jour, le nouvel ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, affirme que Donald Trump veut restaurer une paix biblique au Moyen-Orient. Ce sont ses termes. Le président américain, qui a lui-même déclaré la nuit dernière vouloir élargir les accords d'Abraham, est-ce à dire, Emmanuel Narchon, que cette dynamique diplomatique établie lors de son premier mandat n'a finalement pas été entravée, mais seulement suspendue par les massacres du 7 octobre, puis la guerre à Gaza? Oui, alors il faut dire tout d'abord que c'est une initiative qui est tout à fait louable et je crois que c'est très important, effectivement, si on pouvait élargir ce cadre des accords d'Abraham, je crois qu'on en profiterait tous ici en Israël, d'ailleurs, et les autres pays du Moyen-Orient. Alors, ces accords d'Abraham ont connu une certaine pause, d'ailleurs, bien avant le 7 octobre. Je crois que la présidence Biden a ralenti le processus. C'est un processus qui avait été accéléré, qui avait été mis en place par la première présidence Trump. La présidence Biden a ralenti un peu les choses parce que c'était pas exactement à leur goût. Je crois qu'ils voulaient, eux aussi, ils pensaient éventuellement que la première priorité, c'était de faire quelque chose avec les Palestiniens. Et puis après, évidemment, il y a eu le 7 octobre, la guerre, et donc c'était pas vraiment le moment de parler de normalisation ou de paix régionale. Était-ce également, Emmanuel Narchon, fait pardonnez-moi, je vous interromps, au scepticisme d'une partie de l'administration démocrate, mais aussi d'élus démocrates quant à la perspective d'un accord stratégique avec l'Arabie Saoudite. Donc, évidemment, normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, mais en échange, on parlait de la signature d'un accord de défense, d'un pacte de défense avec l'Arabie Saoudite. Et on sait que certains élus étaient assez peu enthousiastes à l'idée de signer un tel accord avec un pays dont on connaît les entraves aux droits de l'homme sur place. Oui, effectivement, je veux dire, tout le monde sait que l'Arabie saoudite n'est pas exactement un modèle de démocratie occidentale. D'un autre côté, beaucoup de pays dans le monde ne le sont pas non plus. Je veux dire, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on a des bonnes relations, alors que ce soit avec la Chine, la Russie, la Turquie, et j'en passe d'autres, et ce ne sont pas des pays démocratiques. Donc, de toute manière, c'est ça la donne internationale, et c'est ça la situation. Donc, nous sommes bien évidemment en faveur de bonnes relations avec l'Arabie saoudite. Nous estimons que c'est très important. Il a été question aussi aujourd'hui et hier éventuellement de la Syrie. Alors je crois que la Syrie, ça sera un peu plus compliqué, ça prendra un peu plus de temps. Mais pour ce qui est de l'Arabie saoudite, je crois qu'effectivement c'est absolument essentiel. Et cela étant dit, ce n'est pas seulement une question de relations bilatérales, c'est aussi une question de stratégie régionale et mondiale face aux dangers iraniens. Donc je crois que ça se pose sur une base stratégique très solide. Alors tout à l'heure, Emmanuel Narchon, l'agence de presse Reuters a révélé que Donald Trump, qui se rendra au Moyen-Orient le mois prochain, aurait en tête de signer un big deal avec l'Arabie Saoudite, un accord militaire. 100 milliards de dollars de vente d'armes seraient sur la table. Ça vous semble une piste crédible, alors qu'on sait que Donald Trump est l'adepte d'une diplomatie transactionnelle à outrance? Oui, ça me semble tout à fait raisonnable dans la mesure où ça correspond aux besoins et aux envies de l'administration américaine et ça correspond certainement aux besoins du régime saoudien. Parce que quand on entend les Saoudiens depuis un petit bout de temps, c'est exactement ce qu'ils cherchent. Ils veulent s'ancrer dans le monde occidental, ils veulent se rapprocher des États-Unis et ils savent très bien qu'il y aura un prix à payer, c'est un prix financier parce que c'est vrai qu'il y a maintenant ce concept de diplomatie transactionnelle qui est promu par Donald Trump, mais qui correspond, je dirais, à une logique générale parce que au bout du compte, les Saoudiens, qu'est-ce qu'ils ont à offrir sinon beaucoup d'argent? Alors justement, toujours dans cette idée-là, les Américains accepteraient de livrer des armes offensives à l'Arabie Saoudite, ce que s'était refusé à faire l'administration précédente de Joe Biden. Et puis, elle exigerait de la part des Saoudiens de mettre un terme à ces achats de vente, à ces importations de vente d'armes chinoises. Il faut toujours désormais, installer cette réflexion sur les relations au Moyen-Orient dans un axe plus large qui verrait s'affronter les Américains aux Chinois.
Oui, je crois qu'il faut maintenant, il faut s'habituer à mesurer, je dirais, nos petites querelles et nos relations ici au Moyen-Orient à l'aune de ces relations entre les États-Unis et la Chine. Et en fait, ce que fait l'administration Trump, c'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis très longtemps. Elle nous oblige à faire des choix. Parce que pendant longtemps, et certainement sous l'administration Biden, les pays de la région pouvaient se permettre d'avoir de bonnes relations avec les États-Unis, en parallèle de bonnes relations avec la Chine, la Russie et d'autres pays encore. Or maintenant, le choix s'impose. Et ce que dit l'administration Trump, c'est voilà, ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous n'êtes pas avec nous. Et dans ces circonstances-là, je crois que le choix est assez clair, alors que ce soit le choix israélien, bien évidemment, mais aussi le choix saoudien. Comment la question va se poser pour Israël? On sait qu'il y a eu beaucoup d'investissements, notamment en matière d'infrastructure en Israël de la part des Chinois. Est-ce qu'on peut envisager que dans les prochaines semaines, les prochains mois, à moins que cela n'ait déjà commencé, l'administration Trump presse Israël pour faire justement ces choix que vous évoquez à l'égard de Pékin? Voilà, alors les investissements chinois en Israël, effectivement, sont des investissements d'infrastructures qui n'ont pas vraiment, je dirais, d'impact au niveau militaire ou au niveau sécuritaire. Alors, si c'est par exemple la grande compagnie laitière Tnuva, qui produit des fromages et d'autres produits laitiers, si c'est le port de Haïfa, donc, je dirais qu'il y a quand même, bon, ce sont des exemples d'infrastructures, mais qui ne portent pas vraiment à conséquence dans le domaine stratégique. Mais je suppose qu'à un certain moment, effectivement, il y aura des choix à faire, certainement lorsqu'il s'agit de questions stratégiques, parce que Washington n'acceptera pas ici en Israël, et Israël est quand même connu comme étant une puissance dans le domaine du high-tech, dans le domaine des ordinateurs, etc., que nous donnions un avantage quelconque aux adversaires, à savoir aux Chinois. Et côté israélien, notamment au sein des cercles diplomatiques, au sein du monde que vous connaissez parfaitement, Emmanuel Larchon, est-ce qu'on se projette malgré tout un peu dans un monde qui serait un monde post-américain où la Chine verrait sa part du gâteau, notamment son influence au sein des cercles institutionnels diplomatiques élargie au fur et à mesure de la montée en puissance de ses ressources et de ses développements? Oui, alors moi, je dirais qu'il faut faire, si vous voulez, c'est une réflexion, je dirais, à court terme et à moyen terme. À court terme, c'est évident que l'important maintenant, ce sont les relations avec Donald Trump et son administration. Alors c'est une administration d'ailleurs qui envoie un message qui est un peu contradictoire, parce que d'un côté, on nous dit, voilà, faites ceci, faites cela, ne vous rapprochez pas des Chinois, rapprochez-vous de nous, des Américains. D'un autre côté, vous entendez aussi un message américain disant, les États-Unis se referment, se replient sur eux-mêmes, s'intéressent moins au monde, et donc, d'une certaine manière, si vous voulez, ça serait une carte blanche pour nous laisser faire ce que nous voulons. Mais je crois qu'au bout du compte, tant que Donald Trump est le président des États-Unis, je crois que ici en Israël, nous ferons ce que les Américains demandent. Maintenant, si au fil des années, il s'avère que les États-Unis ne sont plus la grande puissance qu'ils sont maintenant, et qu'effectivement qu'on assiste à des transformations mondiales, il faudra s'y adapter. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je reviens au pays qui pourrait être intéressé, Emmanuel Larchon, à l'idée d'une normalisation de ses relations avec Israël. Est-ce que la piste syrienne qu'on évoquait au tout début de l'émission vous semble réellement envisageable à court et moyen terme? C'est en tout cas ce qu'a évoqué tout récemment un élu républicain américain, à la condition d'une levée des sanctions économiques contre le pays. Oui, alors depuis, il y a eu quand même des clarifications du côté syrien qui rendent les choses un peu plus compliquées, parce que les Syriens disant oui, mais il faut que ça soit dans un cadre plus large, et puis il faut qu'Israël aussi quitte le territoire syrien, parce que nous avons maintenant des avant-postes militaires sur le territoire syrien, et surtout, et c'est ça la grande question, qu'Israël en fait rende le plateau du Golan à la Syrie. Alors maintenant, est-ce qu'on assiste au début d'une négociation dont le but est en fin de compte d'arriver à une normalisation entre les deux pays, ou bien est-ce que ce sont des conditions qu'Israël ne peut pas accepter d'emblée? Ça, c'est une grande question. Moi, je me pose la question sous l'angle suivant. Le dirigeant maintenant en Syrie, Al-Joulani, Achara, le nouveau président de la Syrie, est un homme de main des Turcs,
et c'est quelqu'un qui est issu de l'islam militant et radical. Alors, est-ce qu'une personne pareille est vraiment capable d'opérer un changement, je dirais, de 180 degrés et avoir de bonnes relations avec Israël, alors que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement radical? Alors ça, c'est une bonne question, je ne sais pas. Pour l'instant, ce qu'on voit en Syrie n'est pas vraiment encourageant, parce que d'un côté, il y a des processus positifs, mais d'un autre côté, vous avez vu le massacre des Alaouites, la persécution des minorités, donc il y a pas mal de choses qui se passent qui ne sont pas vraiment, qui ne vont pas vraiment dans la bonne direction. C'est pour ça que moi, si j'étais le gouvernement israélien, je prendrais mon temps, je prendrais toutes mes précautions, et c'est su et connu que Achara est l'homme de main de Tayyip Erdogan. Alors justement sur ce point, Emmanuel Hachan, est-ce qu'il pourrait opérer un tel changement de cap diplomatique énorme, comme vous le disiez, copernicien, sans l'aval de son parrain turc? Oui, alors ça c'est une excellente question, et effectivement je crois que Trump y faisait un peu allusion lors de sa conférence de presse avec Netanyahou, il disait quand même: oui, mon bon ami Erdogan, c'est quelqu'un auquel je peux parler, si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider avec. Alors maintenant, tout ça, ça renforce Erdogan. Et maintenant, est-ce que Erdogan est assez raisonnable pour comprendre que c'est pas que pour être vraiment fort dans la région, il a besoin aussi de créer des alliances et il a besoin de créer une situation de non-friction entre la Turquie et Israël? Ça, je ne le sais pas. Pour l'instant, on écoute la rhétorique du côté turc et elle n'est pas du tout positive et elle n'est pas du tout encourageante. Du côté israélien, est-ce que vous imaginez que le gouvernement de Benyamin Netanyahou pourrait consentir à ces concessions, ces exigences syriennes, notamment en ce qui concerne la souveraineté sur le plateau du Golan? Non, 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 la réponse est totalement non. Je vois mal le gouvernement Netanyahou ou n'importe quel autre gouvernement israélien renonçant au plateau du Golan, certainement après ce que nous avons vécu ces dernières années. Hein. Je vous rappelle quand même 6 ou 7 ans de guerre civile en Syrie avec des menaces d'organisations djihadistes qui étaient à la frontière, donc qui étaient du côté syrien du plateau du Golan. Imaginez un instant que ces organisations djihadistes, eh bien, on aurait pu les voir au bord du lac de Tibériade, si jamais il y avait eu un accord de paix avec la Syrie et qu'on avait rendu le plateau du Golan. Et puis après, il y a eu la guerre ces 2 dernières années. Imaginez le Hezbollah au bord du lac de Tibériade. Donc c'est quelque chose qui est inimaginable et inacceptable pour n'importe quel gouvernement israélien. Je voudrais qu'on s'intéresse à présent avec vous, Emmanuel Hachan. Je rappelle que vous êtes notre invité dans le Grand Journal et que vous êtes notamment l'ancien ambassadeur d'Israël en Belgique et au Luxembourg. Je voudrais qu'on s'intéresse au nucléaire iranien. Comment est-ce que vous avez accueilli la semaine dernière les révélations par le New York Times du veto de l'administration américaine à une attaque israélienne sur les sites nucléaires iraniens? Attaque présentée comme imminente côté israélien. Qui a pu, selon vous, être à l'origine de ces révélations faites au New York Times? Et que nous disent-elles, ces révélations, de la ligne de Donald Trump sur ce dossier extrêmement sensible? Oui, alors là, effectivement, c'est une question absolument essentielle et absolument cruciale. Et moi, je voudrais proposer 2 lectures différentes. La première, c'est la lecture, disons, la lecture la plus évidente, qui veut que, effectivement, l'administration américaine nous a dit: stop, veto, vous ne pouvez pas attaquer en Iran parce que nous privilégions la négociation. Mais la deuxième lecture, qui me semble être la bonne et qui est un peu plus complexe, veut qu'en fait, ce qui a été divulgué à la presse a été divulgué, je dirais, de connivence avec les autorités israéliennes, et qu'en fait, cette menace d'attaque israélienne contre les installations nucléaires iraniennes fait bel et bien partie de l'arsenal de la négociation que tiennent en main les Américains. C'est-à-dire que les Américains jouent avec cette menace israélienne pour pousser les Iraniens et les forcer à arriver à un accord. Menace qu'il fallait donc crédibiliser en évoquant dans la presse publiquement, dans un grand média, sa prétendue imminence, puisqu'on parlait du mois de mai, si je ne m'abuse. Voilà, exactement. Exactement. Et tout cela pour rendre crédible une menace qui apparemment est absolument essentielle et absolument nécessaire si on veut aboutir à des négociations réussies avec les Iraniens, parce que sinon les Iraniens ne bougeront jamais.
Un nouveau deal auquel aspire Donald Trump 10 ans après l'accord de Vienne, le JCPOA, serait-il nécessairement négatif, Emmanuel Narshon, du point de vue israélien? Autrement dit, quels sont les engagements imposés à l'Iran qui rendraient un éventuel deal acceptable pour Jérusalem? Oui, alors moi, j'ai eu la chance, disons, de vivre tout ça en tant que diplomate, l'accord international, et puis après aussi les efforts réussis de Benjamin Netanyahou, donc, qui a convaincu Donald Trump de quitter cet accord. Et je peux vous dire qu'en fin de compte, parce que on peut voir ça maintenant quand même en rétrospective de 5-6 ans, ça a probablement été une erreur de la part des États-Unis de quitter l'accord, et ça a été certainement une erreur du côté israélien que de convaincre les États-Unis de quitter cet accord. Parce que ce qui s'est passé pendant ces dernières années n'a fait que renforcer les Iraniens. Alors les Iraniens qui ont trouvé mille et un moyens pour échapper aux sanctions internationales et pour s'enrichir et pour vendre leur pétrole, etc. Et d'un autre côté, les Iraniens qui ont enrichi une quantité absolument énorme d'uranium. En fait, ils auraient éventuellement maintenant à leur disposition un matériel suffisant pour au moins 4 ou 5 bombes atomiques. Donc, en fin de compte, ces années ont été perdues d'une certaine manière, où elles ont été mal utilisées. Alors, est-ce qu'un accord maintenant pourrait être utile? Oui, mais il faut que ça soit un bon accord. Il faut que ce soit un accord qui concerne d'ailleurs pas seulement l'enrichissement du nucléaire, mais aussi tout ce qui se passe autour. Voilà, tout ce qui se passe autour. Alors que ce soit la question tout d'abord de la militarisation, donc de la création de l'engin nucléaire, pas uniquement l'enrichissement de l'uranium, et aussi tout ce qui est lié évidemment à la balistique et aux fusées. Parce que si les Iraniens développent la capacité de lancer une bombe atomique, alors après, ça leur prendra beaucoup moins de temps de réaliser cet objectif. Donc en fait, il faut s'adresser à toutes les questions qui concernent le nucléaire dans le sens le plus large du terme. Et vous imaginez que notamment les Européens signataires, les pays européens signataires de cet accord de 2015, notamment la France, puissent activer d'ici au mois d'octobre le mécanisme du snapback permettant le retour des sanctions internationales contre l'Iran? Oui, je pense que oui. À partir du moment où les États-Unis et l'Iran arrivent à un accord, je crois que les puissances européennes, elles seront tout à fait d'accord. Mais avant un accord, si un accord n'était pas signé d'ici le mois d'octobre, est-ce qu'elle pourrait malgré tout activer ce mécanisme? Oui, alors ça c'est une autre question, parce que je dirais que c'est lié aussi à des questions qui vont beaucoup plus loin, qui sont liées aussi à la dynamique des relations maintenant entre l'Europe et les États-Unis, entre l'Europe, les États-Unis et la Russie. Donc je dirais qu'il y a une très très grande complexité, mais au bout du compte, les Européens réalisent et comprennent parfaitement qu'un Iran nucléaire représente un danger pour eux, tout autant qu'il représente un danger pour Israël. Dans une tribune parue il y a quelques jours dans le Yediot Aharonot, l'ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Oren, considérait qu'Israël devait d'ores et déjà se préparer à l'après, c'est-à-dire au pire, selon lui, soit la sortie d'isolement de l'économie iranienne grâce à la levée des sanctions internationales, on en parlait, et au soutien ensuite renforcé et accru à ses proxys dans la région. On pense évidemment notamment au Hezbollah. Est-ce que vous êtes, Emmanuel Narshon, aussi alarmiste que votre confrère diplomate ? Non, alors j'ai une vision un peu plus nuancée de la chose, parce qu'il faut dire que le concept iranien qui voulait entourer Israël de cette espèce de ceinture de feu composée de Hezbollah, Hamas, les Houthis au Yémen, etc., n'a pas vraiment réussi. Ça a plutôt échoué, parce que dans la mesure où le Hezbollah et d'autres organisations encore ont subi vraiment des coups très très sérieux et ne représentent plus maintenant la menace qu'ils représentaient précédemment. Mais il ne faut pas sous-estimer les Iraniens, et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la détermination iranienne de lutter contre Israël, parce que ça fait partie de leur raison d'être. À partir du moment où l'Iran renonce à cette lutte contre Israël, vous verrez que le régime islamique commencera à perdre sa puissance,
à perdre sa vitesse et commencera tout doucement à disparaître. Parce que ce genre de régimes dictatoriaux ont besoin d'un ennemi à l'extérieur, sinon à l'intérieur ça se désintègre et ça ne peut pas continuer. Et donc effectivement c'est quelque chose de dangereux, c'est un phénomène à observer. Maintenant c'est pas seulement un problème israélien et c'est là que mon opinion est un peu différente parce que je pense que c'est justement la base solide et pour construire une coalition régionale. Parce que il est absolument clair maintenant que la question du nucléaire iranien n'est pas seulement une question qui concerne Israël, ça concerne tout aussi bien les Saoudiens, les pays du Golfe, les pays arabes modérés tels que la Jordanie, l'Égypte, etc. Et donc, il me semble tout à fait normal et tout à fait raisonnable que de bâtir une coalition régionale et de le faire de manière ouverte. C'est justement le moment, et c'est pour ça que ces accords d'Abraham sont si importants, parce que ça nous permettrait maintenant de déclarer ouvertement, nous avons des intérêts communs et nous allons agir ensemble en vue de ces intérêts communs. Merci beaucoup Emmanuel Lachon d'avoir été avec nous cet après-midi sur Radio J. Je rappelle que vous êtes l'ancien ambassadeur d'Israël en Belgique et au Luxembourg, également ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. À très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.